Bienvenue dans Long Fleuve Tranquille, un podcast où j'ai décidé de vous présenter des parcours professionnels, sportifs, artistiques, ou tout simplement des passionnés qui ont choisi d'être acteurs de leur vie et pas spectateurs. À travers ces entretiens et le parcours des invités, je souhaite vous faire découvrir des chemins qui pourront peut-être vous inspirer. Bonjour Simon, merci d'avoir accepté de participer à mon podcast Long Fleuve Tranquille. Je vais te demander si tu veux bien de te présenter. Bien, donc Simon Menol, paysan meunier boulanger à Tournai, près de Neufchâteau, un petit village agricole. Je suis installé ici depuis 2015, donc ça fait 10 bonnes années. Et le projet ici, donc, c'est de cultiver des céréales, traiter le grain, le trier, le décortiquer, le stocker, le moudre pour en faire de la farine et au final le transformer en pain au levain qu'on distribue dans des épiceries, des groupements d'achat, ici dans un rayon de 50 km autour de la ferme. Et les gens peuvent aussi venir ici Oui. Donc on a un magasin, mais sur commande uniquement, avec juste type dépôt de pain, quoi. Ouais, parce que pour vous mettre un peu le contexte, au matin je suis venu chez Simon et on a visité un peu les lieux et on a pu voir aussi tout le côté meunerie et la boulangerie et voir un peu comment ça se passait. Et donc c'est vraiment toute la chaîne de production de A à Z, du grain au pain. Et c'est juste, on n'a pas vu la moisson parce qu'on est en hiver. On est en plein mois de janvier, mais on a eu un dépôt une livraison de grains. Ouais. Voilà, donc dans l'aspect ici, je produis du grain, mais j'en achète aussi parce que je n'arrive pas à produire tout ce qu'il me faudrait pour répondre à la demande. Donc j'ai des partenariats avec des agriculteurs de la région à qui je fournis les semences en général, et parce que j'aime bien avoir un contrôle sur quand même quelle variété de grains est cultivée, notamment des variétés anciennes. Mais il y a aussi des agriculteurs qui m'apportent du grain pour que je leur fasse le travail à façon, donc je réceptionne le grain et ils repartent avec la farine. Ok. Un peu en résonance au nom du podcast, est-ce que tu considères que ta vie est un long fleuve tranquille ou pas? Pas trop, non. Non. Bon, après, c'est mouvementé, c'est clair, il y a plein de choses dans tous les sens. Et en même temps, on est au rythme des saisons, au rythme du vivant. Et il y a quand même quelque chose de long et de tranquille là-dedans. Ouais. Voilà. Oui, ouais, et non, il y a quand même un certain équilibre qui reste naturel, quoi. C'est ça. On essaie de ne pas trop forcer. Ouais. De toute façon, on ne peut pas. La moisson, on doit attendre que ça soit le bon moment. Et puis, la farine, tant que le grain n'est pas passé à travers le moulin, on doit attendre. Le levain, il faut le temps que les bactéries prédigèrent l'eau, la farine, pour que la fermentation ait lieu. Enfin, voilà. Donc il y a quelque chose, un temps inexorable qui doit passer. Et ça, on ne peut rien y faire. Et quel a été ton parcours pour en arriver là? On m'aurait dit à 20 ans que je serais ici, j'aurais dit ah bon. Donc moi j'ai d'abord, je ne savais pas trop quoi faire à la sortie des secondaires. Donc je me suis dirigé vers l'enseignement parce que ma mère était là-dedans, que c'était des questions qui m'intéressaient sur comment éduquer les masses. J'avais beaucoup de croyances dans le fait qu'on pouvait changer le cours des choses par l'éducation. Donc j'ai fait instituteur primaire. Et puis j'aimais bien la pédagogie et tout ça, donc j'ai prolongé parce que j'étais jeune, quand j'avais fini, j'avais 20 ans avec mon diplôme, je ne connaissais pas grand chose, donc je voulais continuer à étudier. J'ai fait une licence en sciences psychologiques et de l'éducation. Et puis j'ai travaillé un petit peu comme dans l'enseignement, mais plutôt sur les côtés. J'ai fait un ou deux remplacements en école, mais j'ai travaillé en service d'accrochage scolaire, donc pour les jeunes en décrochage, avec comme port d'entrée le cirque, donc c'était assez chouette comme métier à ce moment-là. Puis j'ai fait de l'éducation à la gestion des déchets pour une ASBL. Et puis après, j'ai travaillé j'ai eu le statut d'artiste et pendant 5 ans, j'ai vécu de la musique. Et pendant ces 5 ans-là, j'habitais dans une petite ferme en habitat groupé où on élevait des vaches, des chèvres, des moutons, des cochons, des poules. On avait notre potager. Et on achetait notre pain, un pain au levain, à la boulangerie du Héron, à Véry-ou-Héron, près de Wépion. Et c'était loin pour la boulangère de venir jusqu'à chez nous. Et il y a un de mes colocataires qui m'a dit « Ah, mais paysan boulanger, ça te parle ?» Et j'avais jamais entendu parler de ça. Et c'est là que l'idée est apparue en me disant « Bon, avec mon activité de musicien, l'élevage, c'est trop contraignant tous les jours, etc. » Tandis que
La culture des céréales, c'est vraiment à quelques moments de l'année. Et puis le pain, je peux faire ça une fois par semaine. Voilà, ça a germé dans mon idée. Et c'est comme ça en 2010, j'ai été chez cette boulangère 2 fois pour apprendre un petit peu les ficelles du métier. Puis je suis revenu de là-bas avec du levain. Et petit à petit, j'ai commencé à faire le pain pour moi, l'habitat groupé, les copains. Et c'est comme ça fin 2014, j'ai pris la décision d'arrêter l'activité d'artiste et de me lancer ici, de m'installer comme paysan meunier boulanger. Ok, et donc tu disais ta maman vient de l'enseignement, ton papa n'était pas du milieu agricole non plus? Non, mon papa était commercial. Ok. Donc c'est vraiment via la ferme où tu as vécu que tu as eu le virus un peu de paysan boulanger? C'est ça, le virus paysan boulanger, il est venu là. Après, en arrivant dans cette ferme-là, j'y suis pas arrivé par hasard, j'avais déjà cette idée de tendre vers l'autonomie alimentaire, d'être au contact du vivant, de s'occuper de ce qu'on mange et pas de laisser ça. Donc le côté concret t'a quand même toujours intéressé, via la transmission aux enfants, ton côté musicien, et puis aussi paysan boulanger, où là vraiment le concret, le résultat tu l'as en direct. Oui, parfois on oublie, parce qu'on a le nez dans le guidon, on fait une chose après l'autre, chaque tâche les unes enfilées après les autres, et puis on oublie qu'en fait à la fin il y a quelqu'un qui a du pain sur sa planche et qui se nourrit grâce à ça. Mais quand on s'en souvient, ça fait du bien. Et tu t'es vraiment tout de suite vu paysan boulanger, ou tu t'es dit peut-être d'abord juste boulanger? Non, moi c'était clairement, je voulais pas faire juste de la boulangerie, passer 6 jours sur 7 dans la boulangerie, c'était pas mon truc. Juste meunier non plus, je voyais pas ça comme ça. Juste paysan, ça me paraissait pas intéressant dans le sens où les paysans aujourd'hui ils sont malmenés, ils ne choisissent pas leur prix, pour moi c'est pas vers ça qu'il faut aller, il faut reprendre notre outil en main et notre prix en main. Et pour ça passe par la transformation et le circuit court. Et donc, c'était directement le projet paysan meunier boulanger. Oui, tu peux vraiment beaucoup plus valoriser ta production comme tu le fais toi, en faisant vraiment des transformations du produit, que simplement en le vendant. Et là, le prix, tu n'as pas la main dessus. Tu n'as pas la main dessus, c'est pas toi qui choisis le prix. Et ici, j'ai eu des années où, par exemple, pour certaines variétés de blé, j'avais du mal à m'en procurer. Et au final, le prix auquel je devais l'acheter était plus correct, était plus le même plutôt. Et il avait augmenté. J'ai simplement dû dire à mes clients, le prix du grain a augmenté, in fine, le prix du pain va augmenter, et j'ai pu faire bouger les lignes et me sauver là-dedans. Tandis que quand on n'a pas la maîtrise, on est dépendant et on est tributaire, quoi. Voilà, c'est ça. Pour reparler du côté paysan, j'étais allé voir sur le site de la ferme de l'Abreuvoir, et j'ai pu voir que vous faisiez du non-labour. Moi qui ai fait des études en agronomie à la base, je trouvais ça intéressant. Pourquoi tu as fait ce choix du non-labour? En fait, naïvement d'abord, parce que j'en ai entendu parler. Je me suis dit, ah ouais, c'est intéressant, tiens. J'ai assez vite compris les différentes couches du sol, le fait qu'il y a des bactéries aérobies et d'autres anaérobies, le fait du bouleversement lié à ça, les problèmes d'érosion, de tassement, etc. Ça a assez vite fait écho. Et la première personne à qui j'ai été acheter du grain, qui est Pierre Barré, pour ceux qui connaissent, je lui ai acheté du grain avec l'intention de le ressemer. Et il m'a dit, mais comment est-ce que tu vas t'y prendre? Et je lui ai dit un petit peu la manière que j'avais envisagée. Et il m'a dit, ah oui, c'est très bien. Donc lui, il pratique aussi parfois cette manière de faire. Et donc ça s'appelle la culture inverse. Au lieu de travailler profond et de moins en moins profond pour affiner, on va faire l'inverse. On va travailler très en surface, et puis on va affiner sur une couche allant jusqu'à 20 cm de profondeur. Voilà, ça c'est en théorie. Je me suis dit, on va travailler sans labour pour respecter notamment la vie du sol, pour ne pas... Et pour aussi... moi ici je travaille, j'ai pas beaucoup d'intrants, j'ai pas beaucoup de fumier, je mets pas d'intrants chimiques ou... Oui, c'est de l'agriculture biologique. De synthèse, donc on est en agriculture biologique. Donc je me suis dit, on va mettre toutes les chances de son côté et vraiment utiliser la vie du sol pour nourrir la plante, quoi. Ouais. Et donc on va essayer de ne pas tuer cette vie du sol, d'où l'idée de faire du non-labour.
Après, concrètement, donc là, j'ai travaillé, on va dire, 9 ans sans labour. Et puis, j'ai voulu faire des céréales de printemps. Allonger ma rotation. J'étais en une rotation de 2 ans avec 2 céréales d'hiver. J'ai voulu passer à 3 ans avec, entre mes 2 céréales d'hiver, une céréale de printemps. Et là, je me suis retrouvé confronté à vraiment un problème. C'est comment gérer l'enherbement au printemps. Parce qu'au printemps, tu as une force, tout pousse, quoi. Tout veut germer. Et là, sans labour, j'ai essayé plusieurs années et j'ai vraiment, mes céréales de printemps, je les ratais à chaque fois. Ouais, c'est la galère. Et donc l'année passée, j'ai acheté une petite charrue, je l'avoue. Donc pour mes céréales de printemps, je laboure. Pour le moment, c'est ce que je fais. Pour gérer les adventices, quoi. Pour gérer les adventices au printemps. Ouais. En fait, j'essaye de mettre un cercle vertueux en place, mais ça prend du temps. Grosso modo, donc je détruis ma prairie. Pour la première année, je détruis ma prairie en non-labour. Je broie la repousse, le regain fin juillet, début août. Et puis je vais détruire d'abord avec cette année, maintenant j'utilise une fraise vraiment en surface, donc sur 1 cm pour casser le collet de la graminée et la faire sécher au soleil. Et puis 15 jours après, je passe et j'essaye d'affiner la terre pour que au 15 septembre, ma terre soit prête à être semée. Bon voilà, après j'utilise encore du régras dans mes prairies, donc le régras est assez résistant, j'ai pas mal de repousses de régras qui sont difficiles à gérer. Après la moisson, donc 1 an plus tard, j'essaye de laisser la paille en place et sur cette paille de semer un couvert gélif. Le problème, c'est que mon couvert gélif, même s'il prend, souvent ici on a en Ardennes, on moissonne un peu plus tard, donc au plus tôt j'arrive à l'implanter le 15-20 août et il n'a pas le temps de prendre toute la place avant les premières gelées qui arrivent fin octobre, parfois plus tôt. Et donc le problème, c'est que j'ai l'enherbement qui redémarre derrière et au printemps, je me retrouve avec un terrain tout vert. Oui. Et si j'essaye sans labour, je n'y arrive pas. Donc là, j'ai introduit la charrue. Et pour la 3e paille, alors là, un déchômage derrière la moisson suffit pour désherber et implanter la céréale d'hiver. Okay. Et cette année, j'ai essayé d'implanter la céréale d'hiver directement avec un trèfle blanc pour préparer la nouvelle prairie qui va suivre. Pour toujours essayer de ne pas retravailler le sol après la moisson. Après la 3e céréale, j'essaye vraiment d'implanter ma prairie sans travail du sol. Donc je vais juste mélanger, faire un mulch de paille et de graminées pour repréparer ma prairie. Ok. Et donc, d'un point de vue de ce que tu peux apporter en plus, qu'est-ce qu'il peut y avoir ? Genre engrais organique Alors je mets du fumier que j'achète principalement. Fumier de vache ? Fumier de vache et de mouton. Okay. Voilà, je prends ce que je peux avoir. Et, j'essaie d'avoir le plus beau fumier possible, dans la mesure de ce qui est réalisable. Alors je mets aussi du sable calcaire, donc j'utilise pas de chaux. Parce qu'ici on est un peu plus acide vers l'ouest. On a un sol très acide, donc il faut, pour corriger l'acidité, traditionnellement on ajoute de la chaux. La chaux brûle la matière organique et corrige l'acidité du sol. Elle a un effet instantané, mais sur le long terme, on dit que la chaux enrichit le père mais appauvrit le fils. Donc voilà, ça a un effet rapide, mais sur le long terme. C'est pas du long terme, quoi. C'est pas durable. Si on écoute aussi certains scientifiques qui disent que l'apport de fumier et de chaux répété va favoriser le durcissement du sol. Et on fait une sorte de sol béton. Donc voilà, la chaux, j'essaye d'éviter, j'en ai mis une fois. C'est avec ça que les Romains faisaient les murs. Voilà. Et donc, je mets du sable calcaire qui vient de la carrière à Ouellin. Et voilà, ça a un effet beaucoup plus lent. Il ne faut pas s'attendre à avoir une correction radicale, mais là, ça fait 5 ans maintenant. Tous les ans, j'essaye d'en remettre un peu partout, dans la mesure du possible, pour essayer de corriger cette acidité. Et alors, j'incorpore mes issues de meunerie, donc de la balle d'épeautre, qui est riche en cellulose, et du son de blé qui est riche en phosphore. Voilà. Plutôt que d'aller chercher, d'extraire du phosphore des mines, je réutilise. Et puis tu valorises ton déchet. Et c'est ça, je donne une valeur à ce déchet-là. Et pour reparler des céréales, quelles sont toutes les céréales que tu cultives ?
Alors, épeautre, seigle, froment et blé ancien. Le blé ancien, est-ce que tu as plus de difficultés que les 3 autres ou pas? Alors, dans les 4 variétés dans les 4 espèces que je cultive, le froment, c'est la plus petite paille que je cultive. Le froment de printemps, il arrive péniblement à 70 cm. Bon, la période est courte, donc c'est un peu normal. Froment d'hiver, j'ai utilisé la variété rustique, on va tourner autour d'1 mètre. Après, épeautre, seigle et blé ancien, là on est sur des épeautre et seigle, on est sur des anciennes variétés. L'épeautre, il peut arriver jusqu'à 1,70 m. Le seigle, il peut arriver jusqu'à 2 mètres. Et les blés anciens, pareil, 1,80 m, on est dans ces hauteurs-là. Et la grosse difficulté avec une haute paille comme ça, c'est la verse. Donc le grain est haut, et si on le remplit trop, si le grain est trop lourd, trop rempli, eh bien on comprend bien que... Oui, et puis il y a aussi la hauteur de la tige qui fait que... Oui, là, avec la hauteur de la tige, il y a la force est décuplée, et donc il va plus facilement verser. Ouais. Donc c'est la plus grande des difficultés avec les anciennes variétés, c'est que on ne peut pas aller chercher des grands rendements, on ne peut pas remplir le grain à tout prix, comme avec les blés modernes qui font 30-50 cm, où là on va les charger le plus possible en azote, avoir le grain le plus lourd possible. De toute façon, la paille ils ne ont va même pas mis casser. des raccourcisseurs pour faire encore plus au max, Voilà. pousser. Donc nous on va chercher des pailles hautes, alors on pourrait se dire mais pourquoi est-ce que vous allez chercher ces grandes pailles alors que c'est une difficulté, mais en fait il faut s'imaginer la paille grande, mais les racines sont grandes aussi. Ouais. Plus la paille est haute, plus les racines sont grandes et vont chercher des minéraux profonds dans le sol. Et on voit, il y a des études qui le montrent, que les anciennes variétés de blé sont beaucoup plus riches en nutriments que les modernes. Et c'est notamment grâce à ce qu'elles vont chercher dans le sol, grâce à la paille qui est haute. Oui, pour 1 kg de blé ancien et 1 kg de froment industriel à fond, c'est pas la même qualité nutritionnelle. On a pareil avec les fruits et légumes. On dit les 5 fruits et légumes aujourd'hui, en fait, ne valent pas les 5 fruits et légumes d'il y a un siècle, quoi. Et d'un point de vue de ce problème de verse, t'as pas trop, est-ce que ça a été problématique à un moment ou... C'est problématique chaque année, donc il faut faire attention à l'apport en fumure qu'on fait, il ne faut pas mettre trop de fumier. Donc moi j'essaie, de toute façon j'en ai pas beaucoup de fumier, vu que je l'achète, j'en ai pas trop. Et j'essaie d'en mettre un petit peu partout tout le temps. Donc voilà, de nourrir la vie du sol avec un peu de fumier partout tout le temps. J'essaie plutôt que ce soit la vie du sol qui nourrisse la plante plutôt que l'apport organique qui nourrisse la plante. J'essaie vraiment que ça passe d'abord par la vie du sol. Et donc ça c'est le premier levier, c'est de ne pas mettre trop de matière organique. Le deuxième, c'est de ne pas semer trop dense, parce que si on sème trop dense, bien un épi va pousser l'autre et c'est domino, quoi. Donc on a des taches de verse. Donc voilà, on essaye de gérer avec la bonne densité. Après la densité, ça change. Si on sème tôt, il faut semer moins dense que si on sème tard. Puis il y a les réglages de semoir, il y a les erreurs, parce que encore cet automne, j'ai semé, je suis arrivé à la moitié du champ, je me suis dit, oh mince, c'est beaucoup de trop, et je ne m'en suis pas rendu compte. Et donc j'ai un champ qui est trop dense, alors peut-être qu'au printemps, je pourrais essayer d'aller l'éclaircir un peu, mais j'aime pas trop intervenir, donc je ne sais pas très bien. Est-ce que je me dis, tant pis, on va voir ce qui se passe, ou je sais pas. Voilà. Et à la récolte, est-ce que ça peut être plus difficile du fait de la hauteur? Oui, clairement, le seigle, cette année, on a eu le problème, il y a eu de l'averse. Et quand il y a de l'averse, tant que le grain n'est pas en contact avec le sol, il y a moyen d'aller le rechercher. Sauf que là, il a fallu aller le rechercher avec la moissonneuse à chaque fois dans le même sens. Donc, il a fallu à chaque fois reprendre la ligne dans un sens pour pouvoir récolter le grain. Donc, ça prend plus de temps, oui. Ça peut prendre plus de temps. Et d'un point de vue des variétés anciennes, tu les as trouvées où? Quel a été ton choix? Comment tu t'es dit, je vais prendre celle-là plutôt qu'une autre? Là, j'étais un peu fainéant. J'ai demandé à ceux qui avaient déjà travaillé, est-ce que je peux pas avoir un peu de ton blé ancien? Et donc, j'étais voir un. Et puis j'ai ressemé celui-là, j'ai été voir un autre, j'ai ressemé celui-là. Et puis voilà, après j'ai eu une mauvaise expérience. Qui venait plus ou moins du même terroir qu'ici? Non, j'en ai qui vient de Gaume, j'en ai qui vient de Famenne. Après, il faut quelques années pour qu'ils s'adaptent, quoi. Voilà, c'est pas...
Et puis, malheureusement, on n'en trouve pas partout, donc on prend ce qu'on a. Alors, j'ai eu une expérience malheureuse, c'était il y a 2 ans. J'ai travaillé avec un agriculteur à qui j'ai filé toutes les semences que j'avais de blé ancien, et par ailleurs, j'avais moulu toute la récolte. Et il n'a pas respecté la consigne qui était pas d'excès d'azote. Et il a été mettre de la fumure de poulet dessus, qui est très riche en azote. Et on a bien vu les endroits où l'épandeur n'était pas passé, le grain était toujours debout, et partout ailleurs, le grain était à terre. Bon, c'était une année où les conditions climatiques étaient exécrables. Il y a eu beaucoup de pluie, beaucoup de conditions pour l'averse. Mais là, en plus de l'excès d'azote, on a tout perdu cette année-là. Et donc là, je repars de zéro. Donc j'ai trouvé quelqu'un qui a pu me fournir, je ne sais plus combien j'ai eu, 150 kilos, je crois. Donc j'ai semé à peu près 1 hectare avec 150 kilos. Et voilà, on repart à zéro, quoi. Et 1 hectare de blé ancien, on peut espérer 2 à 2,5 tonnes de récolte. Pour donner la comparaison, ils arrivent à faire, dans le Hainaut, 10 tonnes pour les trucs industriels. Conventionnels, oui. Ouais. Et donc voilà, on se rend compte que c'est un quart. Voilà. Après, pour donner un ordre de grandeur économique, ils vont faire 10 tonnes qui vont vendre, cette année, je crois qu'ils étaient à 130 € la tonne. Donc sur leurs 10 tonnes, ils vont faire 1 300 € à l'hectare. Que moi, ça va être 2 tonnes, que je paye 650 € tonne. Donc on va faire 1 300 €. Mais on ne met pas d'intrants, on ne met pas de phyto, on ne met rien. Donc au final, l'agriculteur, il gagne la même chose, si pas plus, en soignant son sol, en travaillant moins. Oui, et puis la qualité de ce qu'il produit, ce n'est pas du tout la même chose. Voilà. Je crois que la course au rendement, c'est un leurre en fait. On fait croire qu'en faisant plus de rendement, on va gagner plus, mais en fait... il faudrait vraiment qu'il y ait des quantités énormes pour arriver à les dégager une petite marge. Mais je crois que c'est illusoire. Il vaut mieux, à mon sens, avoir des plus petites fermes qui travaillent avec des plus petits rendements qui sont mieux valorisés que d'essayer à tout prix de faire du tonnage pour remplir les bateaux. Et puis la qualité, elle n'est pas du tout au rendez-vous, quoi. C'est pour faire de la quantité, faire beaucoup de volume, mais après, d'un point de vue nutritionnel nutritionnel et santé publique aussi. C'est ça, oui. J'invite à aller voir il y a eu un reportage qui est passé, c'est Gluten ennemi public, qui explique bien la problématique. Qu'en fait, le problème n'est pas, je fais un petit spoiler, mais le problème n'est pas le gluten en tant que tel. Le problème est, au final, les résidus de pesticides dans des blés modernes qui sont eux-mêmes modifiés pour avoir un gluten plus tenace pour... aider à l'industrialisation en boulangerie et aussi le fait qu'on retrouve du gluten un peu partout dans tous les aliments et du gluten caché. Et donc il y a plusieurs facteurs, y compris les traces de pesticides, notamment la dessiccation de la céréale avant la récolte, donc qui pulvérise du glyphosate. En France, on peut pulvériser du glyphosate sur une culture jusqu'à 8 jours avant la récolte. 8 jours avant la récolte, on n'a pas besoin de battre les adventices, on a besoin de sécher le grain. Et quand on fait ça, clairement, on a un résidu dans la farine. Et je n'ai pas exactement le procédé, mais en gros, c'est une histoire de protéines qui vient... donc le gluten, c'est une protéine. Et c'est une protéine qui vient interférer l'autre. Et c'est là qu'il y a un problème qui se passe. Notamment avec le glyphosate qui vient s'ajouter au problème. Oui, ça fait un complexe, un cocktail un peu délétère, quoi. Oui. Alors que, bon voilà, mais après c'est une vision économique globale qu'il faudrait. C'est se dire, et d'ailleurs on est dans le Mercosur là pour le moment, je veux dire pour moi on a un gros tournant. Est-ce qu'on veut que notre agriculture s'aligne sur une réduction des normes internationales ou au contraire on va aller taper encore plus haut dans les normes et dire on va arrêter l'export, on va arrêter d'exporter des patates et des tonnes, parce que cette année les patates on ne sait pas les vendre, on va arrêter d'exporter des tonnes de blé qui de toute façon sont produits moins cher ailleurs, on va arrêter ça, on va produire moins, mieux, et finalement économiquement ça va peut-être être mieux que... c'est comme ça et puis économiquement, d'un point de vue de la santé, tout quoi. Ce qu'il y a, c'est que tous les aspects. Ceux qui plus choisissent... durable aussi, parce que c'est plus durable de cultiver comme ça.
ceux qui choisissent les règles, c'est ceux qui empochent. Ouais. Et c'est pas, voilà, c'est pas normal. C'est pas eux qui devraient choisir les règles, quoi, au final. Mais bon, ça demande de changer beaucoup de choses. Eh oui, tout le système. Et du coup, tu cultives combien d'hectares? Alors ici, nous, on travaille sur une petite surface globale, c'est 11 hectares. Sur ces 11 hectares, on arrive à faire 4 hectares de céréales par an, qui sont en rotation. Donc c'est sur 7 hectares, je pense. Il doit y avoir à peu près ça. 4 hectares de prairies permanentes et environ 7 hectares de prairies temporaires, qui sont donc soit en foin, soit en céréales. Okay. Et en tout, ce que je rentre ici comme grain, on est à peu près grosso modo, on doit tourner environ 15 hectares qui rentrent ici. 15 tonnes, tu veux dire? Non, 15 hectares, l'équivalent de 15 hectares de culture. Ok, oui, parce que tu Si fournis à d'autres endroits. Voilà, c'est ça. Okay. À peu près, je pense qu'on est à peu près à 50 tonnes de céréales par an qui transitent ici. Grosso modo, on doit tourner autour de 10-15 hectares. Quoi. Ouais. Ouais. Et toi, ta production en tonnes, dans ces 50 tonnes? On est à ça dépend un petit peu, vu que je travaille sur des céréales anciennes. Ouais. Si je fais 2 tonnes par rapport à quelqu'un qui, avec des modernes, va en faire 4, bon, je produis à peu près un cinquième, un quart, je crois que c'est plutôt un cinquième de ce que je consomme. Ok. Et la paille que tu cultives, tu l'utilises, enfin tu la valorises comment? Alors, mais ça, depuis que j'ai démarré, je me suis pas mal interrogé sur les méthodes de culture, et ces dernières années, c'est l'agroécologie qui prime chez toi. Voilà, c'est l'objectif, d'où l'idée de renforcer le non-labour, d'utiliser des intercultures, utiliser le végétal comme outil de désherbage plutôt que l'outil mécanique, parce que l'outil mécanique a plein d'avantages, mais aussi il participe à l'érosion du sol, à tuer la biodiversité, etc. Donc vraiment essayer d'utiliser le végétal. Il y a 2 ans, on a décidé d'arrêter l'élevage, en tout cas de manière temporaire. Donc à un moment, je me suis dit, je vais arrêter de faire des petits ballots de paille pour essayer de la vendre à tout prix, parce que ça fait une charge de travail. Je ne suis pas sûr qu'économiquement, ça soit intéressant. Et donc, vu que je manque grosso modo de matière organique, je me suis dit, je vais laisser la paille en place. Donc, pour le moment, ma stratégie, c'est il y a un champ que je presse pour garder la paille pour moi, parce qu'on a encore un petit peu d'élevage. Et puis pour le maraîchage, etc., c'est utile, la paille, c'est toujours bienvenu. Mais le reste sur le champ, donc je n'ai pas encore trouvé vraiment la manière optimum de l'incorporer, de la laisser sur le champ pour qu'elle ne pose pas de problème avec les outils que j'ai à disposition. Mais donc les andins, tu les laisses comme ça et tu essayes de les réincorporer? Voilà, c'est ça. Okay. Cette année, j'ai essayé de ne pas retoucher aux andins et de juste broyer l'andin, mais ça n'a pas très bien marché. L'année passée, ça avait mieux marché, mais ça avait pris plus de temps. C'est que je passe avec un outil de fanage, je la disperse, et puis je repasse avec un broyeur pour la casser en petits bouts. Et alors, soit je remets une céréale derrière, donc je l'incorpore au sol avec un outil mécanique, soit je sème une prairie, et là, je sème ma prairie avant de broyer. Ouais. Comme ça, mes semences sont mélangées dans un mulch. Et voilà. Et je vois que j'ai un sol très meuble, très spongieux. En général, je n'ai pas de problème à la sécheresse. Tu retiens plus d'eau grâce à ça? Je retiens plus d'eau. Je vois que j'ai des terrains assez verts. Quand je regarde ici l'hiver par rapport aux autres, je vois que ça nourrit bien le sol. Disons, si je récolte 5 tonnes de blé, je dois avoir 5 tonnes de racines qui restent dans le sol et 5 tonnes de paille, grosso modo. Ouais. Donc j'amène 5 tonnes de carbone sur mon champ qui doivent être assimilées. Et pour assimiler le carbone, il faut de l'azote. Et donc ça peut rendre l'azote moins disponible pour mes plantes après. On appelle ça la fin d'azote, donc tu n'as plus rien qui pousse, grosso modo. Pour le moment, je n'ai pas ce problème-là. Mon sol est assez vivant pour assimiler cette paille et la nourrir. Et en fait, en se nourrissant, il va nourrir mes plantes. Ouais. Pour les gens qui ne connaissent pas les andins, c'est ce qu'on a juste après la moissonneuse, une espèce de traînée, enfin de la paille qui reste en ligne. Et donc, c'est ça dont on parlait. Le côté paysan boulanger, pour t'installer au départ, le coût de l'investissement, est-ce que ça a été quelque chose de difficile? Comment tu t'y en es pris? On a on a eu la grande chance de pouvoir s'installer dans le bâtiment de mes beaux-parents. Okay. Et donc,
5 premières années, le temps qu'eux rénovent une partie du bâtiment pour qu'on puisse venir dans le corps de logis, etc. On a habité dans une yourte au fond du jardin, on va dire. Et on a utilisé les bâtiments sans location. Donc les 5 premières années, j'avais aucune location à payer. Et je me suis installé avec le petit matériel que j'avais déjà accumulé pendant que j'étais musicien et que je faisais du pain comme ça. J'avais déjà un plan de travail, des platines, un petit four à bois, des bassines. Enfin, j'avais déjà pas mal de petits matériels que j'avais pas besoin d'acheter. Tu as pu le transporter ici? Oui. Ok. Parce que les gens, si vous écoutez juste en audio, il y a juste derrière Simon un grand four, du coup qui n'est pas le petit dont tu parlais. Et le petit te permettait de faire une production quand même correcte. Ouais, alors avec le petit, je pouvais faire 50 kg de pain par fournée. Ouais. Et donc quand j'ai démarré ici, je faisais 100 kg par jour, donc l'équivalent de 2 fournées. Et puis je suis arrivé à 5 fournées, 250 kg par jour, mais là c'était vraiment exagéré, quoi. D'où l'investissement d'un plus gros four pour calmer un peu la charge de travail. D'accord. Mais donc, ah oui, l'installation. Donc quand je suis arrivé ici, j'avais un tas de petits matériels qui étaient déjà prêts pour démarrer. Et en gros, j'ai acheté un pétrin mécanique parce qu'avant ça, je faisais tout dans un pétrin manuel, donc en bois. Et grosso modo, pour faire les murs lissés lavables, un évier en inox, etc., pour l'AFSCA, avec le pétrin, j'en ai eu grosso modo pour 10 000 euros pour installer la boulangerie, ce qui est assez modeste, quoi. À ce moment-là, j'avais pas encore de moulin et je faisais mes cultures avec le matériel de mon beau-père que j'ai récupéré, un vieux tracteur de 70 chevaux sans direction assistée. Enfin voilà. Et à l'époque, je cultivais peut-être 1 hectare de céréales, donc tout ça s'est fait petit à petit. Oui, donc, tu as été progressivement. On a été progressivement dans les investissements. Au fur et à mesure que la boulangerie a vendu du pain, bien, on a eu un peu des fonds. Et la première chose dans laquelle on a investi après la boulangerie, c'est le moulin. Donc il a fallu rénover une des pièces du bâtiment pour implanter le moulin, acheter le moulin. Et puis là, je triais le grain Avant d'avoir le moulin, j'allais moudre au moulin d'Audegne, qui est un moulin à eau qui fonctionne toujours. Et là, j'arrivais avec le grain déjà trié. Le grain était trié dans un tarare. Le tarare, on appelle ça un vent aussi. C'est un système d'hélice qui souffle pour enlever tout ce qui est léger. Et le grain retombe après sur une grille pour trier un peu les petites graines des grosses, grosso modo. Okay. Donc ça, c'était un système... Bon voilà, pendant les 6 premières années, chaque récolte était triée avec un nouveau système que je réimaginais à chaque fois en fonction de la quantité de grains. Et puis voilà, en 2020, je me suis dit maintenant c'est plus possible, il faut vraiment... Donc 2020, ça correspond aussi avec le moment où on a racheté le bâtiment, où on s'est installé, où là je pouvais un peu faire ce que je voulais chez moi. Et donc on a réorganisé l'espace. Et voilà, c'est là que ça commence à coûter cher. Ok, Donc, en gros, en 2017, on investit dans le moulin, c'était 25 000 euros, à peu près 30 000, on va dire, avec les travaux d'aménagement. En 2019, on investit dans le four. Ça, c'est un gros investissement aussi. On est à 72 000, je crois. Et donc, c'est un four neuf que vous avez... C'est un four neuf. Alors, j'ai été tapé dans le meilleur four que j'ai trouvé. Voilà. Qui pour moi, bon après j'ai pas un grand atelier, hein, ça fait 8 mètres sur 4 et donc j'avais pas énormément de choix et j'ai pris celui qui avait pour moi toutes les qualités d'espace, quantité de pain au bois parce que c'était une contrainte que je m'imposais, c'était de cuire au bois. Et, pour toi ça fait un pain différent quand on fait au bois? Non, c'est une histoire d'éthique, de valeur, c'est une ressource locale. Voilà, c'est plus durable. Si un jour il y a un problème quelque part, mais je peux toujours avoir un stock de bois à disposition et je peux quand même cuire du pain. Je ne suis pas dépendant du pétrole et du gaz ou de l'électricité. Donc ça, c'était le deuxième gros investissement. Bon, après j'ai investi dans un tracteur 4 roues motrices avec cabine. Bon, voilà, un peu d'outillage agricole, mais toujours, toujours en occasion. Donc, peut-être que là, on a investi pour 30 000 dans ce côté-là. Et puis après, il y a le gros qui est arrivé. Donc le moulin, c'est un peu la tête de l'iceberg. Ouais. Souvent, on ne voit que ça. Ah, il y a un moulin, c'est magnifique. Le grain arrive, la farine sort. Mais
s'il n'y a pas du grain propre, sec, bien stocké qui arrive au moulin, mais il n'y a rien qui sort, quoi. Donc ça, c'est le gros des investissements. Il a fallu remettre des dalles en béton parce que c'était des sols en plancher, du vieux plancher qui n'avait pas d'âge, la terre battue Oui, au parce sol. que on a été voir ensemble une grosse infrastructure pour pouvoir accueillir tout ça, des machines lourdes, quoi. C'est ça. Et c'est un des problèmes aussi à notre époque, c'est que qu'est-ce qui existe pour la manutention du grain ou le traitement du grain? Souvent, c'est des grosses machines qui font des rendements horaires que moi, ici, j'ai pas besoin. Ils sont à 40 tonneurs, mais moi, j'utilise 50 tonnes de grain par an. Donc, voilà, j'ai réussi à avoir l'installation la plus petite possible. Elle était à 8 tonneurs. Bon, c'est théorique. En vrai, ils ne travaillent pas vraiment à 8 tonneurs. Mais voilà, c'est le plus petit que j'ai trouvé. Et là, les investissements, on est à, je crois, pour le stockage, le décortiquage, la manutention, tout installé, on est aux alentours de 150 000 euros. Parce que c'est un énorme volume de machines et d'infrastructures. Énorme, tout est relatif. Oui, non, mais quand on est allé à deux par rapport à ton atelier de boulangerie, tu vois, c'est beaucoup plus... Oui, et ça, c'est la face invisible de l'iceberg, c'est là que ça se passe. Donc, pouvoir décharger le grain, le trier, le stocker, l'amener au moulin, le décortiquer s'il y a besoin. On n'a pas encore de séchoir, mais c'est en réflexion. Pouvoir réutiliser la chaleur résiduelle du four pour l'envoyer sécher du grain. Ça, c'est une idée qui est en cours pour plus tard. Parce qu'on est encore en train de faire des investissements. On a eu la chance, mon épouse avec qui on travaille ici, a rempli un appel à projet qui était relocalisons l'alimentation, des fonds européens redistribués via la région wallonne, pour vraiment permettre à des structures locales de consommer local, de faire le lien. Et nous, c'est vraiment ça, c'est stocker et transformer pour le réseau local. Donc vraiment un circuit court. Et ça nous a permis une autonomie énergétique. On a pu installer des panneaux solaires, une facilitation du travail en boulangerie, installer une chambre froide et chambre de pouce qui me permet de plus travailler la nuit, d'avoir un peu moins des poches sur les yeux, de faciliter le travail. On a pu embaucher des ouvriers en boulangerie, car avant c'était des horaires de nuit, des longues journées, c'est épuisant quand même. C'était délicat de demander ça à des gens extérieurs. Moi, je pouvais prendre sur moi, mais... Et alors, le gros volet, c'est un hangar de réception et de stockage, parce qu'au moment de la moisson, j'ai à peu près 50 tonnes de grains qui doivent arriver, et tout arrive à peu près sur 15 jours, 3 semaines. Donc, il faut pouvoir gérer ça. Et avec la grosse infrastructure que j'avais, c'était pas possible. Déjà, il n'y avait pas le volume suffisant, et ça prenait trop de temps. Voilà. Donc là, on est en train de construire un hangar qui va permettre de vider des grosses bennes, de stocker des grosses quantités. Et donc ça sera en plus de ce que tu as déjà, ou alors ça va vraiment totalement remplacer? C'est en plus, on vient ajouter. Et l'idée, c'est aussi de permettre à des agriculteurs, mais là on a un partenariat pour le moment avec un agriculteur d'un village de la commune voisine, qui lui veut faire 1 tonne de farine par mois. Bien, juste pour le moment, on était en train de déplacer des big bags toutes les 2 semaines. Il fallait venir avec des big bags, etc. Mais là, il va pouvoir venir dès la moisson, vider une partie de sa récolte ici, que je pourrais traiter au fur et à mesure. Donc, on va avoir moins de charrois, moins de manipulation. Voilà, on va se faciliter un peu la vie, quoi. Et là, pour un ordre de grandeur, on est je ne sais plus exactement, on est à 420 000 euros. Pour la nouvelle installation? Les panneaux photovoltaïques, la chambre froide et la nouvelle installation. Donc, en tout, on avoisine, je dirais, les 600 000 euros d'investissement sur 10 ans. Voilà, mais ça s'est fait progressivement. Il ne faut pas que ça fasse peur aux gens qui se disent je vais me lancer. Je me suis lancé avec 10 000 euros. Et puis, il y a petit à petit, au début, je triais avec des et puis au fur et à mesure que tu vends ton pain, tu peux grandir un peu. Oui, et puis adapter, on se dit, ça, voilà, on arrive à écouler telle quantité, donc voilà, et ajuster. J'aurais jamais fait, pour moi c'était impensable de me dire, ok, on a un projet à 600 000 euros, on va voir les banques. Je ne voulais pas faire ça. D'ailleurs, là, on va avoir un emprunt de 100 000 euros.
déjà je suis comme ça, me dire on est parti pour 12 ans à rembourser. Ouais. Mais bon, ça le fait normalement, Donc, ça hors passe. cet emprunt, tu n'as pas d'autres. Enfin, c'est totalement en Si, fonds on a propres. fait des prêts sur fonds Ouais. propres. Ok. Voilà, donc que ça, on n'a pas encore retouché cet argent non Ouais. plus. On va seulement commencer à essayer de se le rembourser. Donc c'est quand même conséquent au point de vue financier. Ouais. Enfin pour moi en tout cas, peut-être que pour des investisseurs c'est pas grand-chose, ou qu'à l'échelle des grosses fermes aujourd'hui, voilà, c'est peut-être. Ouais, des fois, quand on voit qu'un tracteur coûte 200 000. Voilà, tout est relatif, quoi. C'est Oui, ça que c'est je veux dire. Ici, on a quand même un gros outil, je trouve, de résilience territoriale, parce qu'on peut s'en sortir. Si demain, il n'y a plus de bateaux ukrainiens qui nous amènent du grain, ben, Ouais. on a de quoi stocker, décortiquer, moudre, cuire. On peut s'en sortir au moins pour les villages alentours. On peut avoir une résilience territoriale pour un budget d'à peu près 500-600 000 euros. Oui, c'est Ça reste, l'autonomie, quoi. ça reste relativement correct. Et je lance un message. Il pourrait y avoir un projet comme ça dans toutes les communes. Voilà, les parts de marché, on peut aller les chercher dans les grosses distributions, genre Deleuze, Lidl, etc. Et, enfin, c'est faisable, quoi. Je suis sûr que c'est faisable. Après, il y a encore du travail à faire parce que moi, je vois bien, je distribue mes pains dans un rayon de 50 km aux alentours. Donc, ça veut dire qu'il y a des pains qui sont vendus à Bastogne, à Marchand-Famenne, à Florentville. Enfin, je veux dire, il pourrait y avoir il y a beaucoup plus de gens qui consomment notre pain, quoi. Ouais. Et bah, du coup, sur le long terme, c'est probablement plus intéressant d'être paysan boulanger. Parce que comme tu as vraiment t'as ta matière première, c'est toi qui transformes. Même si l'investissement de base est beaucoup plus conséquent que juste être boulanger, sur le long terme, ce sera probablement mieux. Une fois que tu auras amorti ton investissement. Toi, comment tu le vois ça? Est-ce que tu. Parfois, je me pose la question. Tu te poses Je la me question. dis, j'étais un peu bête de faire tout ça, parce qu'effectivement, ce qui coûte cher là-dedans, c'est le volet agricole. Mhm. En plus, au niveau des aides PAC, donc politique agricole commune, il y a des aides à l'investissement agricole. Mhm. Et quand j'ai fait l'installation, la première installation ici dans la grange, on a demandé cette aide-là. Et puis ils ont épluché notre dossier, ils ont dit mais vos factures, c'est des factures de pain. Ouais. Donc vous êtes assimilé à boulangerie. Et dans le code wallon du développement rural, il est marqué que le pain n'est pas un produit agricole, donc je n'étais pas éligible pour avoir cette aide. Alors que l'aide était uniquement, que le projet était uniquement sur le stockage et la transformation de la céréale, pas sur la production de pain. Et donc on a été exclu de ce bazar-là. Donc là, on se dit, mais en fait, si j'avais fait juste le pain et que j'avais essayé d'acheter ma farine ailleurs, bon. Il y a une autre réalité, c'est que si je voulais de la farine de la qualité telle qu'on la produit, donc moulin à strier, on pourra en reparler après, donc variété ancienne, moulin à strier, là j'aurais eu du mal, je crois, à trouver quelqu'un qui peut me fournir. Donc à la boulangerie, on consomme environ 400-500 kg par semaine. Et trouver un meunier qui peut me fournir ça, c'est chaud. Ici dans la région, avec un petit moulin à strier, je ne suis pas sûr que j'aurais trouvé. Ouais. Donc, j'ai envie de dire oui, j'aurais pu rester tranquille à juste faire du pain. J'aurais diminué mon temps de travail par 2 ou par 3. Et ma rentabilité aurait été plus vite acquise, quoi. Ouais. Mais bon, voilà, moi, mon idée de départ, c'était quand même de faire toute la chaîne. Ouais. Et voilà, c'est vrai que sur la durée, dans 15 ans, je regarderai en arrière, je dirais, bon, voilà, maintenant, on a un super outil. C'est payé. Et on a de la résilience, on maîtrise la chaîne, on a le choix de la variété, de la qualité, on a une maîtrise sur le prix. On est plus sûr. C'est vraiment le lancement qui est tendu, mais une fois que c'est lancé et pérennisé sur les années, là, ça devient intéressant quand même. Ouais. Le tout est aussi d'arriver à trouver son équilibre. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai eu la chance aussi de pouvoir commencer doucement, et puis à chaque fois ajouter un peu une pièce. Et puis là, le fait d'avoir ce subside, ça nous a donné vraiment l'opportunité d'avoir un bel outil, quoi. Et du coup, la question qui vient juste après, est-ce que en étant paysan boulanger, on peut gagner décemment sa vie, voire bien sa vie? Qu'est-ce que tu dirais là-dessus?
J'aimerais bien savoir c'est quoi aujourd'hui gagner bien sa vie. Combien est-ce qu'il faut par mois? Parce que moi, j'ai pas d'idée. C'est à toi de le définir. C'est toi, est-ce que tu considères que tu gagnes bien ta vie ou que tu arrives à en retirer quelque chose qui te convienne? En tout cas, je ne suis pas dans le besoin. Ouais. Euh, Parce qu'on voit par exemple en agriculture, il y a certains agriculteurs qui sont vraiment à la corde au cou. Après là, c'est peut-être aussi en lien avec les énormes investissements, ils sont peut-être encore supérieurs et qui fait qu'avec les prix du marché, etc., ils suffoquent. Mais du coup, ce qui est peut-être moins le cas. en fait, ça dépend de ses besoins. Moi, je vois bien que je ne suis pas dans le besoin. J'ai pas de. Si mes enfants me demandent un truc, en général, je ne leur dis pas non, on n'a plus de sous. En général, ils peuvent l'avoir, ils ont des activités extrascolaires, on part en vacances, on a toujours quelque chose à manger, on arrive à se chauffer, on n'est pas dans le besoin. Après, ma maison, j'aimerais bien la rénover un petit peu, changer les châssis, améliorer l'isolation, ce genre de choses. Mes sous sont bloqués dans la ferme, je n'arrive pas à me les rembourser. On vit un peu chichement aussi, je veux dire, on n'a pas des besoins de consommation énormes. C'est ça que je dis, tout dépend des besoins. Moi, ça fait 10 ans, je gagne 1 500 € par mois. Voilà, mon épouse, qui est collègue, elle est dans la ferme depuis 5 ans maintenant, je crois, 6 ans. Ça fait 2 ans qu'elle a le même salaire que moi. Avant, elle avait un peu moins. C'est quand même pas des gros salaires. À côté de ça, on a des avantages en nature. Donc voilà, je ne sais pas exactement combien je gagne net par mois, mais clairement, ça fait partie aussi de nos objectifs, c'est d'avoir un salaire un peu plus décent, parce que sur les 70 heures semaine que je fais, vous avez une charge de travail importante. Je trouve que c'est pas beaucoup payé à l'heure. Maintenant, c'est vrai que si je compare avec d'autres collègues paysans, je me dis ok, 1500 c'est déjà bien. Si je compare avec, j'ai un diplôme de licencié en sciences psychologiques et de l'éducation, je pourrais être à 4000 € par mois. Après, pour la moitié d'heure. C'est vrai. Mais tu en retires aussi d'autres choses, quoi. Et puis tu arrives à trouver ton équilibre comme ça. Aussi, l'équilibre professionnel-familial, c'est pas toujours facile. C'est chaud aussi. On commence seulement. Ça a été. En fait, pour ceux qui voudraient se lancer, du coup, c'est vraiment le départ où il faut s'accrocher. C'est ça plutôt que tu dirais, non? Oui, parce que au début, la première année, j'étais dans trouver des marchés, etc. J'avais encore un peu du temps disponible. Et puis après, la machine se met en route et on est comme la grenouille dans la casserole d'eau qui chauffe. On ne se rend pas compte qu'en fait, on ajoute. Et finalement, dans ma vie privée, c'est à chaque fois le professionnel qui a pris le dessus. Et puis j'étais de moins en moins là dans la vie privée. Il y a eu un moment, il a vraiment fallu remettre les choses à plat. Et heureusement, on a tenu bon. Et aujourd'hui, on a la chance de pouvoir employer 2 personnes qui, moi, me libèrent du temps pour le professionnel, mais aussi pour le privé. Et donc, c'est vraiment une dialectique compliquée à mettre en place. C'est de garder... parce que je travaille à côté de ma cuisine, donc parfois c'est difficile de se stopper. C'est ça, d'arriver à dire stop, parce que la confusion est grande, quoi. Donc il faut arriver vraiment à mettre ses limites dès le départ. Poser le cadre pour que ça reste un minimum sain, quoi, et pas se laisser trop embarquer. Moi je crois que je me suis laissé avoir, hein. Franchement. Et en même temps, peut-être qu'on ne serait pas là aujourd'hui si je n'avais pas donné au moment où il fallait donner. On dit souvent que c'est 7 ans d'installation minimum avant d'avoir fait le tour. Nous, on est à la 11e année, là. On n'a pas encore fini ça. On commence à avoir fait le tour. Et on commence vraiment à pouvoir se dire, c'est bon. Commencer à souffler un peu. Là, avant, la boulangerie, je faisais 38 heures semaine à peu près, hein, tout seul, l'équivalent temps plein tout seul. Là, on a engagé 2 mi-temps et je fais encore à peu près 19 heures semaine en boulangerie. Donc on a ajouté un mi-temps à la boulangerie. Donc la boulangerie est devenue vraiment un poste, on va dire, tranquille. C'est du travail, c'est intense, mais ça va, c'est correct. Et puis à côté de ça, je fais sûrement une 20aine d'heures de meunerie toute l'année. Et puis du printemps à l'automne, on peut rajouter au moins une 20aine d'heures de travaux agricoles, quoi.
Donc je tourne autour de 60 heures semaine depuis qu'on a 2 employés, 2 ouvriers en boulangerie. Et au niveau de, par exemple, si tu veux partir en vacances, est-ce que c'est Alors on trop ferme. compliqué? Pour le moment, c'est le seul truc qu'on arrive à faire, c'est dire on arrête la production. Ok. C'est encore un peu tôt pour arriver à mettre ça en place avec les ouvriers parce qu'il faut qu'ils soient là. Enfin, moi, je m'occupe de choses à côté de ma cuisine, par exemple préchauffer le four, rafraîchir le levain, faire le stock de farine, etc. Que ça demanderait à un ouvrier d'être là plus souvent, de faire des choses qu'il ne fait pas parce que c'est moi qui les fais. Mais c'est l'idée, c'est de pouvoir se dire, ok, on ferme moins souvent. Et alors, il y a un des ouvriers qui prend plus d'heures à ce moment-là, qui rattrape par après parce qu'il se prend des vacances ailleurs. Ben voilà, ça c'est une idée pour la suite, mais on n'en est pas encore là. Pour le moment, on fait des fermetures et on est à peu près à 4-5 semaines par an, ce qui est quand même pas mal. Il y a peu d'indépendants et encore moins de fermiers, de paysans qui peuvent dire qu'ils s'arrêtent 4 semaines par an. Donc ça, vraiment, c'est confortable. Mais moi, c'était devenu oui, et puis nécessaire. À un moment, il faut quand même un peu couper pour garder son équilibre, quoi. Sinon, au bout des années, ça finit par quand même peser. Et puis, si j'en reviens à la genèse de comment est-ce que j'ai arrêté la musique pour venir ici, c'est parce que quand j'ai pris la décision, mon épouse était enceinte de la deuxième, le premier avait 2 ans, et je voyais bien que j'étais disponible un peu la semaine, mais le week-end j'étais complètement en décalage, et j'avais envie d'être présent. Ouais. Et puis en fait, on est venu ici, et j'étais là sur la ferme, mais j'étais pas présent. Ouais. Et donc l'idée, c'était quand même de revenir à un truc où on se dit, mais là maintenant, on a un 3e enfant, mais c'est maintenant quand ils sont jeunes qu'on doit passer du temps avec eux. Quand ils auront 18 ans, ils n'auront plus envie de nous voir. Oui, donc, ils auront envie de se barrer. À ce moment-là, on pourra faire autre chose. Mais maintenant, il faut être là. Et donc, voilà, c'est maintenant qu'on doit se rendre disponible pour eux. Si tu devais décrire une journée type en hiver et une journée type en été. Alors, une journée type, il n'y en a pas vraiment. Grosso modo, au niveau du moulin, ça, on peut dire que toute l'année, c'est à peu près pareil. Alors, le matin, je vais aller démarrer le moulin si le lot de la veille n'est pas encore fini. Et démarrer le moulin, c'est reprendre le réglage de la veille et le relancer. Il suffit d'appuyer sur un bouton à peu près. Et puis, il faut vider les sacs, faut retirer les sacs, en remettre des nouveaux, les peser, les fermer, les noter pour la traçabilité, gérer les issues, donc le son, voilà, les évacuer, les stocker. Quand tu dis les issues, c'est soit là où la farine va arriver, là où le son arrive. C'est ce qu'on ne garde pas, les issues. Ah, ok, les déchets. C'est ça que j'appelle issue. D'accord. Donc, c'est de la manutention de flux, en fait, le moulin. Ou alors, ça peut être décortiquer de l'épeautre pour... voilà. Ou alors, réceptionner un lot de quelqu'un pour de la mouture à façon. Ouais, comme ce matin où on a eu de l'épeautre, c'est ça? C'est ça. Ouais. Ce matin, un agriculteur voisin qui est venu apporter de l'épeautre. Voilà, ça, c'est pour le moulin. Et au fur et à mesure de la journée, il faut repasser voir si tout va bien, secouer les sacs, revider, etc. Parce que justement, tu disais l'épeautre, c'est plus gras, c'est ça? Et ça peut plus facilement encrasser la meule. Oui, donc ça, c'est une vigilance à avoir, surtout au niveau du réglage au début. Et donc, pour revenir au moulin Astrier, c'est ça? Oui. C'est des meules en pierre. Oui. C'est du granit. C'est du granit. Ouais. Et donc, en fait, ces 2 frères, qui s'appellent les frères Astrier, qui ont mis au point ce moulin-là, ils étaient mécaniciens dans une usine chez Renault, et ils en ont eu marre de travailler pour l'industrie. Ils ont voulu retourner à leur milieu d'origine, au milieu paysan, et rendre de l'autonomie dans les fermes, notamment via la valorisation de céréales en farine pour pouvoir faire son pain. Et c'est comme ça qu'ils ont imaginé ce petit moulin. À la part, c'était une meule de 50 cm, donc qui ne prend pas beaucoup de place, qui travaille lentement, qui n'échauffe pas la farine, et qui a une taille de pierre qui permet au grain de se dérouler et d'avoir une farine en un passage d'une qualité, une farine bise on appelle, donc avec riche en nutriments, avec un seul passage. Ça, c'est le type de moulin. Le côté nutriments, c'est vraiment... ça se rapporte au moulin Astrier. Les autres ne permettent pas d'avoir une si grande qualité nutritive, c'est ça?
Mais les moulins sur cylindre qu'on a vu apparaître, qui ont fait disparaître les moulins à eau et avant parce qu'ils avaient des rendements exceptionnels, eux, ils ont une oxydation. Ils font une oxydation de la farine par réchauffement. Et parce que tout le tamisage, etc., se fait par sous pression pneumatique, etc. Donc il y a une oxydation de la farine. Il y a aussi, tellement c'est tamisé, le germe est mis de côté, le son est mis de côté, et on ne garde qu'une partie de la farine. Que ici, dans la mouture sur pierre, en tout cas, on a le germe, et on met le son de côté. Mais l'avantage du moulin à strier, c'est qu'il va aller chercher l'assise protéique qui est au plus près de l'enveloppe. Justement, en déroulant le grain, il va aller poncer le son sans le mettre dans la farine. Ouais. Donc on va arriver vraiment à avoir une farine de type qui a un aspect blanc, mais qui est quand même fort riche en nutriments. Ça, c'est les moulins à strier, qui travaillent avec un faible échauffement de farine, une faible oxydation. Et la meunerie, tu le fais au fur et à mesure donc, de ta production pour essayer que ça soit frais, c'est ça? En fait, le moulin, ça tourne lentement. Ici, je suis à 20-25 kg de farine à l'heure. Donc voilà, une journée de mouture, j'ai 250 kg de farine. Si ça travaille bien, si le moulin ne s'arrête pas, qu'il y a toujours du grain, etc. Donc c'est au quotidien, oui. Il se peut même qu'à certains moments, ça soit 7 jours sur 7 que le moulin tourne, parce que la demande est là et qu'il faut que ça avance. En hiver, j'essaie d'être un peu plus tranquille à 5 jours sur 7. Voilà, ça dépend un petit peu de la demande, quoi. Au niveau du calibre de ta farine, donc tout à l'heure tu m'as parlé de la farine intégrale complète. Peut-être si on peut faire le récap de la différence entre les deux. Moi j'ai deux manières d'appeler ma farine. Il y en a une que j'utilise pour communiquer vers le client et une que j'utilise moi avec mon jargon pour moi et avec mes ouvriers. Donc pour les clients je parle en pourcentage. Donc 100%. Ça veut dire, si 100% c'est ce qui équivaut à mon jargon interne intégral, si je mousse 100 kg de grains, il me reste 100 kg de farine. Il n'y a pas de tamisage en gros. Je garde tout, elle est intégrale. Après, j'ai la complète. La complète, c'est la 85%. Là, je tamise avec un tamis, le plus gros tamis, il fait 500 microns. En gros, je récupère tout le petit son et j'évacue tout le gros son, qui représente 15%. Après, j'ai la farine grise, qui peut être aussi appelée farine bise, qui est à 80%. Donc là, je suis avec un tamis de 335 microns et je retire une partie du petit son et toujours tout le gros son. Et puis j'ai la farine blanche, qui est à 75%. Donc sur 100 kg de grains, il me reste 75 kg de farine. Et là, j'évacue environ 15% de gros son et 10% de 15% de gros son et 10% de petits sons, et il me reste une farine vraiment blanche. Le moulin, alors, tu disais combien de kilos par heure? On est à 20-25 kilos de farine. Ok, donc c'est plus ou moins un sac par heure. Oui, c'est plus ou moins un sac de farine par heure. Et alors pour revenir, parce qu'on a sauté la question de la journée type, j'ai parlé du moulin. Après pour la boulangerie, on va plutôt parler par cycle de 3 jours. Donc, ou même 4 on pourrait dire, parce que je cuis le mardi et le vendredi. Alors je vais prendre le mardi, les commandes arrivent au plus tard le samedi soir. Le dimanche matin, je récupère les commandes et ça me permet de savoir vers où je vais, quelle quantité de levain je dois préparer pour le lundi. Et donc là, le dimanche, je vais avoir un premier rafraîchi. Donc le rafraîchi, c'est réveiller mon levain, il est endormi. Et pour le réveiller, je vais lui donner de la chaleur, de l'eau et de la farine. Et du temps. Donc je fais ça le matin et puis je réitère l'opération le soir. Je prépare les graines et tout ça qui vont être dans le pain aussi le dimanche. Le lundi matin, à 6h, il y a mes 2 ouvriers qui arrivent et eux, ils font les pâtes. Et ils préparent les platines, ils préparent les bannetons. Ça, c'est les 2 premières heures de la journée. Il y a la pause déjeuner, ils reprennent vers 9h et là, ils font les boules. Les boules vont au frigo, dans la chambre froide, et elles attendent jusqu'au lendemain matin. L'après-midi, je préchauffe le four jusqu'au soir. Comme ça, le mardi matin,
J'arrive, mon four est chaud, mes pains sont prêts dans la chambre froide, je les sors, j'enfourne. J'ai 3 fournées, en général le mardi, parfois 4. La 3e fournée, elle est boulée pendant que la première est cuite. Puis pendant que la 2e cuit, la dernière fermente dans la chambre chaude à ce moment-là. Et puis après, je cuis la 3e. Et alors, début d'après-midi, là on laisse 1h, 1h30 que les pains refroidissent. Début d'après-midi, vers midi, les pains sont redistribués dans les caisses en sachets. Et vers 13h, 13h30, ils sont partis en livraison. Jusqu'à 17h, ils sont livrés dans un rayon de 50 km. Voilà, et puis après, on recommence mercredi. Le mercredi, c'est comme le dimanche. Jeudi comme le lundi, vendredi comme le mardi. Samedi, c'est repos. Il se passe rien. C'est que livraison ou les gens peuvent venir ici directement? Alors, il y a un dépôt de pain ici, donc tout est sur commande. Les gens peuvent venir ici et le reste, c'est livré dans des épiceries locales, des maraîchers, bouchers, fromagers. Les gens te commandent via le site internet, c'est ça? J'ai un site internet où il faut passer commande via un formulaire. Pour le moment, c'est comme ça que ça se passe. Ou alors, si on récupère son pain chez un commerçant, on passe commande directement chez le commerçant. Et alors, le travail agricole, ben là, c'est saisonnier. En hiver, je vais pouvoir avoir peut-être aller déplacer du fumier, si je dois aller chercher du fumier quelque part, épandre du fumier fin de l'hiver, le labour de début de printemps, le herçage des prairies. En hiver, j'ai la taille des haies, broyer les branches. Tes champs sont entourés de haies? Oui, quasi tous. Okay. On en a replanté encore 200 mètres, 300 mètres de haies cet hiver. Et qu'est-ce que c'est comme variété? Là, on a mis il y en a une, on a fait un alignement d'arbres, on a mis que des sorbiers, des ozeleurs. Il y en a une, on a fait un alignement en vue de faire des trognes, des arbres têtards. Donc il y a des saules, peupliers trembles et aunes, glutineux. Et alors dans les 200 mètres, là on a mis un mélange. Alors là il y a du saule, aubépine, viorne, aubier, charme. Enfin là on a une dizaine de variétés. Donc c'est amené à être quand même assez haut. Pas plus de 2 mètres parce qu'on les a mis à 50 cm du voisin, donc on ne peut pas les laisser pousser, sauf si un jour le voisin dit qu'il est content d'avoir une haie, ça m'étonnerait. Mais voilà, en gros on essaye que tous nos champs soient entourés de haies. Après il y a des endroits où on laisse volontairement des ouvertures pour que l'air puisse passer. Mais... Et t'as pas trop peur au niveau de l'entretien, du temps que ça pourrait te prendre? Si, mais voilà, ça fait partie du jeu en fait. Les arbres, déjà c'est un puits de carbone, c'est ce qui vient naturellement ici dans notre région, c'est tout le temps vers la forêt, donc c'est un allié pour la biodiversité, pour les auxiliaires, insectes, les oiseaux, c'est aussi un allié hormonal et moléculaire via les feuilles, c'est un allié pour la mycorhize, la mycosphère. En fait, on voit souvent une déperdition juste à côté de la haie, mais si on va 10 mètres plus loin, on voit plutôt l'effet bénéfique de la haie. Donc, si on va vers des temps plus secs, la haie, elle fait un microclimat. Oui, tu gardes plus l'eau. Il y a moins d'évapotranspiration de la culture. Oui, et puis les arbres, ils vont chercher l'eau loin dans le sol, qui se retrouve dans les feuilles. L'évaporation des feuilles fait un microclimat. Ça se voit. J'ai été voyager l'hiver passé en Sardaigne, j'ai eu cette chance-là, et j'ai vu un endroit, c'était vraiment criant de vérité, quoi. C'était quand même assez sec, c'était l'hiver, mais c'était relativement sec. Et puis on arrivait dans un endroit où tous les 60 mètres, on voyait des haies, et là, c'était brouillard dans cet endroit-là. Vraiment, ils avaient une source d'eau qu'ils n'auraient pas eu sans les arbres, quoi. Donc, les arbres, comme on voit au-dessus de la canopée, dans les forêts. Oui. Bon, ici, c'est vrai qu'en Ardennes, on a ce côté terre lourde et humide, on n'a peut-être pas besoin de ça, mais en été, ça nous aide vraiment bien, quoi. Et donc, pour moi, il n'y a pas le choix. En fait, moi, si je fais de l'agriculture, c'est pour cultiver la vie, c'est pas pour faire un désert, quoi. Alors, c'est vrai, j'ai arraché des arbres depuis que je suis là,
mais j'en ai replanté aussi. Et donc, Tu j'organise les as un juste petit peu. repositionnés là où c'était le plus évident. C'est ça, j'organise peut-être un petit peu, mais cultiver le désert, labourer, l'érosion du sol, j'ai pas envie d'aller vers ça. Moi, j'ai envie d'aggrader les terres, j'ai envie d'améliorer. Oui, et puis l'érosion, c'est sans commune mesure avec des haies. Ah oui, ben, ça va garder, il va Ouais, pas y ouais. avoir des grandes coulées comme on peut voir en SB. Ou, Oui, ben moi je viens barrières. du Hainaut et c'est vraiment c'est des open fields énormes et quand il fait il y a une énorme drache, l'érosion, les coulées de boue, c'est incroyable C'est quoi. incroyable. Et Ouais. t'as toute la richesse du sol qui se barre. D'ailleurs, on le sait très bien que les arbres ont un rôle essentiel en agriculture. On revient sur l'arrachage qu'il y a eu dans les années 70, 50-70, Ouais. mais on n'en est pas encore là et on n'assume pas. Pour moi, il y a la PAC. Je trouve qu'il devrait y avoir une condition sine qua non, c'est vous devez avoir autant d'arbres à l'hectare pour avoir accès aux primes de la PAC. Ça serait un incitant. Tu verrais, tout le monde remettrait des arbres partout. Mais ouais. Parce qu'on le sait que c'est important. Mais on va vers l'inverse. On va avoir des plus grosses machines, Oui. les arbres ils nous emmerdent. Ben voilà, on sait bien qu'il y a eu les inondations en 2021. On sait bien que c'est parce que les terres n'arrivent plus à boire l'eau. Alors c'est pas que à cause des arbres. C'est parce que les terres sont maltraitées, qu'elles n'ont plus de matière organique, elles ne font plus le rôle d'éponge. Oui, mais il y a aussi en les plus arbres. de ça, si le sol il est nu, c'est encore pire. Ouais. Ouais. Donc oui, les arbres, c'est chiant, il faut les tailler, ça coûte de l'argent. Après, moi, je récupère les branches, ça me fait une source de bois que j'incorpore à mon fumier pour répandre dans les champs parce que ça apporte de la lignine qu'on n'a pas ailleurs. On ne l'a pas vraiment dans la paille. La lignine, c'est vraiment le carbone difficile à digérer. Et cette lignine, il n'y a qu'une espèce de micro-organisme, de microfaune qui va la dégrader. Et quand on retrouve cette espèce dans ces champs, c'est là qu'on arrive à avoir ce cercle vertueux vers lequel il faut aller, où on a moins besoin d'apports organiques, etc. Donc l'idée d'apporter de la lignine dans ces champs, ben, c'est augmenter la biodiversité de la microfaune et qui va nous le rendre. En fait, quelque part, on est éleveur de toute cette microfaune. On va il faut lui donner à manger pour qu'elle soit là, l'entretenir, la nourrir, et elle va nous le rendre en fait. Oui, et puis à la fin, il y a un équilibre, une symbiose qui se crée et qui permet à l'ensemble du système de fonctionner correctement. Bon, après, moi, j'avoue que j'ai une petite surface. Si mon quart de céréales que je ne produis pas, il fait 2 fois moins, ben, c'est pas grave, je peux acheter 4 tonnes en plus. Donc, quelque part, je prends pas beaucoup de risques par rapport à quelqu'un qui a 100 hectares et qui va se dire « Ok, je change, j'arrête le phyto, j'arrête et je vais faire autrement. » Ben, lui, il prend beaucoup plus de risques. Ouais, c'est clair. Et puis, gérer de la façon dont tu gères une exploitation de plus de 100 hectares, c'est vrai que ça commence à devenir quand même compliqué. Il faudrait en fait qu'il y ait plus d'agriculteurs. C'est ça aussi la solution. C'est un des points clés aussi, c'est des plus petites fermes avec plus de... Pas revenir comme avant, quoi. Ben, peut-être pas comme avant, mais retrouver un équilibre. Je ne sais plus quels sont les chiffres, mais on était 80% d'agriculteurs dans les années 50 et on est moins de 20% maintenant. Il faudrait retrouver un petit équilibre. Je pense que si plus de monde dans la population était agriculteur... Mais je crois que j'avais vu un truc, en France c'est 1% si je dis pas de bêtises. Oui, c'est affolant en tout cas. Ouais, c'est fou. Au niveau des débouchés de ton pain, on en a parlé, du coup c'est les commandes de tes clients et aussi dans des épiceries. Donc c'est des partenariats que tu as noués avec des structures près de chez toi, c'est ça? Oui, mais ça s'est fait petit à petit aussi. Donc au tout début, j'ai été voir l'épicerie du centre ici à Neuchâteau, qui est une épicerie locale et bio dans le centre. J'ai été les voir avec quelques échantillons de pain en disant voilà, je m'installe ici au village à côté, est-ce que vous voudriez bien vendre mes pains? Ils ont goûté, ils ont apprécié et ça a assez vite bien pris. Et en fait, ça a été vraiment, moi, une opportunité géniale et c'est ce qui m'a un peu permis de vendre du pain sur Neuchâteau parce que ici on a un petit village excentré, j'ai pas vraiment de magasin. Au début, je vendais les pains dans la grange, enfin, c'était pas très convivial. Or, là, j'ai
un pied-à-terre dans le centre-ville. Donc vraiment, c'était une super opportunité. Après, j'ai fait beaucoup de marchés. J'enchaînais quand même quasi 10 marchés par mois, où il fallait se dédoubler avec mon épouse, faire garder les enfants, etc., pour aller vendre ces pains-là. Et ça m'a permis de mettre le pain dans la bouche des gens. Parce que qu'ils puissent goûter. Quand tu dis à quelqu'un, je fais un pain au levain, la première réponse, c'est j'aime pas le pain au levain. Alors il faut dire, oui, mais goûtez celui-là, vous ne l'avez jamais goûté. Quand il est frais, on ne goûte pas beaucoup le levain. Il a du goût, des arômes. Et là, c'est, ah oui, c'est vrai, c'est bon. Ah ben, je vais vous en prendre un petit. Et de fil en aiguille, les gens venaient au marché et ils venaient d'abord faire la file chez moi parce qu'ils savaient qu'après, il n'y aurait plus de pain. Et puis, de fil en aiguille, j'ai rencontré des gens sur les marchés qui ont parlé à leur épicier et ainsi de suite. J'ai pu avoir d'autres débouchés que les marchés parce que les marchés, c'est chronophage. Et c'est pas très efficace. Moi, je voulais un système où je ne dois pas trop m'occuper de la vente, quoi. Je veux bien faire la distribution, mais après, j'ai pas envie d'être là à attendre que les gens viennent chercher le pain. Je veux m'occuper de faire la farine, les cultures, etc. Donc, voilà, j'ai petit à petit arrêté les marchés parce que les commerçants qui me prenaient le pain étaient en train d'augmenter. Et voilà, petit à petit, c'est comme ça que ça s'est créé, quoi. J'ai jamais vraiment fait de pub, c'est le bouche à oreille qui a fait la pub et le marché. Aller vraiment. Et donc tu dirais que ça t'a pris plus ou moins combien de temps pour arriver au volume d'aujourd'hui? C'est assez simple, j'ai arrêté mon dernier marché pendant le Covid. Au moment où ça devenait en plus compliqué les marchés. Et en plus, depuis le Covid, on a eu un déclin des marchés. Je ne crois pas que ça fonctionne aussi bien qu'avant. Mais ça a pris 5 ans, quoi, à peu près. Bon, on va dire après 3-4 ans, j'ai commencé à écrémer un peu les marchés où ça vendait moins. J'ai arrêté d'y aller. J'ai gardé ceux où j'avais quand même un peu de volume et ça servait à quelque chose. Et puis après, j'ai arrêté ceux-là. Pour parler de l'histoire de ton levain, est-ce que tu m'as dit qu'on te l'avait transmise, ça? Oui. Est-ce que tu peux expliquer un peu pour les gens qui n'auraient pas connaissance de ce que c'est vraiment le levain? Alors le levain, c'est un ensemble de bactéries, de champignons, c'est vivant. C'est des micro-organismes en fait qui se nourrissent de farine, d'eau et qui ont besoin d'une certaine chaleur. C'est des bactéries mésophiles, donc ils aiment bien être entre, on va dire, 10 et 40 degrés. Au-delà, ça commence à être trop chaud. En dessous, ils travaillent, mais très lentement. Température ambiante, c'est correct, quoi. Oui, c'est ça. La température optimum, c'est 26 degrés. Ça, c'est le must. Voilà, ça, c'est la base. Donc, c'est une communauté, on va dire, qui s'occupe de manger de l'eau et de la farine et qui se multiplie. À chaque fois, elle se multiplie. Donc, c'est la fable de la multiplication des pains. À partir d'une petite boule de levain, je vais pouvoir faire 10 kilos de pain peut-être. Et alors le levain que j'ai là, je l'ai eu de la boulangère chez qui j'avais été apprendre à faire le pain. Je suis revenu avec un petit peu de levain chez moi. Elle l'avait reçu d'un boulanger breton chez qui elle était passée quand elle faisait sa formation, qui lui l'avait reçu du boulanger du village. Et l'histoire ne dit pas le boulanger du village chez qui il l'avait reçu. Donc la souche du levain est très ancienne, a déjà beaucoup voyagé. Elle a été dispersée à plein de gens, puisque la boulangère qui me l'a filée, elle en a filé à plein de boulangers. Le boulanger qui lui a filé a sans doute fait pareil, et moi je fais pareil. Donc il y a des souches un peu partout. Et c'est un levain de compète, moi j'ai envie de dire. Il est très fort. Il est fort, ouais. Il a vraiment tout ce qu'il faut. Voilà. Je ne sais pas ce que je peux dire de plus sur le levain. Mais pour parler du levain, en lien avec le gluten justement, si je dis pas de bêtises, ça grignote un peu plus le gluten quand tu fais du pain au levain. Oui, donc le gluten c'est une protéine et le levain va casser. Les protéines c'est des chaînes, toutes des chaînes qui sont assemblées. Et le levain il va avoir comme action pour avoir accès à la nourriture de casser ces chaînes. Et donc ces chaînes qui sont cassées rendent le gluten beaucoup plus assimilable à notre organisme. Chose qu'il n'y a pas dans la levure. La levure, elle va juste agir sur les sucres et elle ne va pas détricoter ces chaînes de gluten. Donc effectivement, le levain prédigère le gluten. Et du coup, on a plus facile à digérer
le pain au levain. Et tu trouves que c'est plus exigeant de faire de la boulangerie au levain? Enfin, il y a plus de difficultés? C'est plus exigeant, en tout cas au niveau durée. Ouais. Faut plus prévoir dans le temps. Faut prévoir. C'est pour ça que souvent les clients ils ont du mal à comprendre, mais je demande la commande 72 heures avant le jour de cuisson. Et donc il faut s'organiser, il faut y penser, parce que moi si on me demande la veille, j'ai encore eu hier soir, ah est-ce que vous aurez un pain pour demain? Je dis mais non, il faut passer la commande par le site, faites comme tout le monde. Mais c'est compliqué pour les gens aujourd'hui, parce que enfin, déjà quand j'étais petit on me disait on est dans la société du tout de suite, mais maintenant on est dans la société du tout immédiat, et on est encore plus plutôt que tout de suite, quoi. Donc il faut en fait que les gens s'y prennent à l'avance pour commander, parce que moi je dois m'y prendre à l'avance pour le rafraîchir, pour qu'il se réveille. Et en fait, il faut du temps pour faire du pain. Et plus on prend de temps pour faire le pain, plus le pain va mettre du temps à se dégrader aussi. Ouais. Moi, mon pain, le pain de seigle que j'ai, s'il est conservé dans un endroit stable, après un mois, vous pouvez encore vous griller une tranche de pain et il ne sera pas moisi, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est quelque chose qui prend du temps, il faut l'accepter. Le pain à la levure, en 1h30, je peux avoir un pain qui est prêt à être mis au four parce que je viens d'y penser. Le pain au levain, il me faudra au moins 10-12 heures au minimum avant d'avoir un pain à mettre au four. Et puis il y a une complexité aromatique. Pour le levain, pour revenir à ça, un pain au levain, les notes aromatiques, les goûts sont quand même beaucoup plus riches que la levure. Enfin en tout cas moi qui en mange et qui aime bien ça, je trouve que ça a beaucoup plus de caractère. Oui, après souvent, il faut aussi dire que les gens qui font du pain au levain le font avec des farines peut-être plus artisanales, qui ont aussi déjà plus de goût. Ouais, mais effectivement, la fermentation au levain va beaucoup plus développer les arômes que la fermentation à la levure, qui, en fait, la levure, comme j'ai dit, elle joue juste sur les sucres, où, elle fait lever le pain et puis hop, ça va le rendre léger, quoi. Ouais. Tandis que la fermentation lactique du levain, il y a vraiment une transformation, une durée qui va faire émerger des arômes qu'on n'a pas avec la levure. Après, il y a un côté acidité qui parfois choque les gens qui n'ont pas l'habitude. Cette acidité, chez moi, dans mon produit, je remarque qu'elle apparaît plutôt avec le temps, quand le pain rassit. Alors, il y a l'acidité qui arrive plus. Mais un pain frais, on ne goûte pas vraiment cette acidité. Mais par contre, on a vraiment beaucoup d'arômes. Il y a aussi quelque chose, dans un pain à la levure, on va mettre jusqu'à 17 grammes, même dans la baguette, 20 grammes de sel par kilo de farine. Moi, je suis à 14 grammes de sel parce qu'en fait, il n'y a pas besoin d'aller chercher un exhausteur de goût parce que le goût, il est déjà là. Dans le levain, il y a déjà du goût. Dans la farine, il y a déjà du goût. On utilise en fait plein de produits riches en goût. Donc, il n'y a pas besoin de venir mettre du sel. Et d'ailleurs, maintenant, quand j'ai le malheur de tomber sur un pain conventionnel, le premier truc qui sort, c'est le sel, quoi. C'est salé, quoi. Et en fait, oui, alors c'est gai parce qu'on a faim, on mange quelque chose de salé, il y a quelque chose qui est chouette, mais voilà, c'est pas aussi chouette qu'avec un bon pain au levain. Et d'ailleurs, en parlant de sel, j'utilise du sel de Guérande, il vient de Guérande, en direct du producteur. J'achète le sel par palette, c'est du gros sel, il est gris, il n'est pas raffiné, c'est des gros cristaux que je mets directement dans la pâte à la fin de ma préparation. Le sel se dissout lentement dans la pâte et ça marche très bien. Tu le dissous pas dans l'eau avant, juste comme ça? Je le jette comme ça le truc, c'est de le mettre avant la dernière pelle de farine. Comme ça, il a le temps d'être bien mélangé. Et puis pendant les 2 heures où il va... Donc le pointage, on appelle ça, les 2 heures pendant lesquelles il va le lever la première fois, le sel va avoir tout le loisir de se dissoudre gentiment. Ok. À ce moment-là. Et il est propre, il n'y a pas de résidus autres. C'est vraiment un sel d'une super qualité que je paye. Alors peut-être, je suis à 37,50 le sac de 25 kg et je crois qu'au tout début, quand je l'achetais chez le fournisseur, j'étais à 2,50 € le sac de 25 kg, quelque chose comme ça. Ah oui, ça a augmenté. Après, il y a beaucoup de choses qui ont augmenté. Non, ce n'est pas du tout la même qualité en fait. Ah oui. Je compare le prix là, mais en fait, si je regarde le produit, 2,50 c'est même payé trop cher par rapport à ce que c'est. Okay, ouais. Parce que là, on a vraiment un sel... déjà, il a un pouvoir salant moins fort, mais j'en mets pas plus parce que il y a plein d'oligo-éléments qu'il n'y a pas dans l'autre et il amène toute autre saveur que l'autre sel d'avant. Je ne changerai aussi pour rien au monde. En plus,
la quantité de sel que je mets par rapport à l'autre, c'est vrai que je vais payer plus cher par an, mais c'est pas ça qui va faire la différence, quoi. Par contre, au niveau du goût, ça va faire la différence. La conservation aussi, avec le levain, tu peux conserver plus longtemps ton pain que juste avec de la levure. Oui, à la levure, tu pourrais le conserver plus longtemps en faisant ce qu'on appelle un pouliche. Donc le pouliche à la levure, c'est une sorte de levain à la levure, si l'on veut. Et ça permet au pain, un pain de levure à conserver plus longtemps. Bon, moi, je ne fonctionne pas avec ça parce que je n'ai pas envie d'être dépendant de la levure. Et donc, je fais que au levain. Mais clairement, le pain au levain a aussi cette caractéristique-là d'offrir une conservation plus longue. Pour tes enfants, s'ils disaient on veut se lancer, on veut faire la même chose que toi, tu les encourages? Ah oui, s'il y en a qui le dit, oui, bah, je lui donnerai. C'est ton souhait, t'aimerais bien ou... Ouais, que ça soit... en fait, non, pas spécialement. Moi, mon souhait, c'est que quelqu'un reprenne après. Oui, ça oui. C'est une des questions que je me pose depuis le début, mais ça arrivé assez tôt. Quand tu fais un investissement comme ça, comme le four là derrière moi, qui est maçonné, tu te dis, bon, qui va revenir ici à Tournai, dans ce petit village, faire du pain avec ce gros four-là? Peut-être que je suis en train de délirer, qu'il ne faudrait pas faire ça. Avant, j'avais un four, il était sur 4 pieds, ça me prenait une demi-heure pour le mettre sur la tranche, il était rond, il roulait. Je l'avais déjà déplacé 3 fois avant de venir ici. Bon, voilà, c'était pas trop grave. Ici, je fais quand même dans le dur, et donc à chaque fois que je fais un investissement, je me dis, bon, mais qui va faire ça après moi? Alors il y a l'idée de mes enfants, ouais, ok, mais j'ai pas envie qu'ils se sentent obligés. J'ai envie vraiment... mon fils, là, il a envie de faire une école d'art. Ben, ah ouais, faire une école d'art, c'est chouette. Et peut-être que dans 10 ans ou 15 ans, il dira, en fait, j'ai quand même envie de faire ton truc, là, c'était intéressant, ben, cool. Mais j'ai pas envie de compter dessus, parce que j'ai pas envie d'être déçu, et j'ai pas envie de leur mettre une pression. Oui, mais puis forcer, ça sert à rien, quoi. C'est pas comme ça que ça fonctionne le mieux. Alors mon idée pour le moment, c'est de me dire, ok, peut-être que dans quelques années, une fois qu'on aura fini tous les investissements, une fois que les enfants seront autonomes, peut-être que j'aurai envie de me libérer et de me rassurer aussi. Alors là, on a toujours la possibilité de faire une coopérative pour remettre l'outil dans les mains d'une coopérative dans laquelle je serai coopérateur. Peut-être que je pourrais aussi inclure ma famille et mes enfants qui soient coopérateurs, en tout cas qu'ils aient des parts importantes dedans pour choisir plus tard de pouvoir reprendre l'outil ou pas. Mais voilà, j'ai pas envie de leur mettre cette pression-là parce que c'est un choix de vie quand même. Hein. Tu fais pas ça... c'est un peu un sacerdoce, enfin, c'est vraiment, tu dédies ta vie à ça d'une certaine manière. Enfin, et de temps en temps, clairement, je me dis, ah merde, qu'est-ce que je fous là? Quand je vois les gens qui ont des week-ends, qui ont des soirées, qui ont des congés payés, enfin tout ça, quoi. Je me dis, oh, qu'est-ce que je me suis mis sur la tête, moi? Et en même temps, je sais bien que si je me retrouve à rien faire, j'ai risque d'avoir un projet qui arrive. Donc voilà, je suis occupé ici, c'est bien. Mais voilà, maintenant ça fait une dizaine d'années, c'est bien en route, le truc roule. Je me dis, ah, mais il y a quand même un bel outil. Il est transmissible aussi maintenant. Je pourrais le transmettre à quelqu'un ou refaire une autre forme. Ici, on est en SRL, ben, ça pourrait devenir une coopérative. Donc SRL, Société à responsabilité limitée, c'est ça? Oui, c'est ça. Où on est deux, donc mon épouse et moi, les deux gestionnaires. Voilà. Après, une fois qu'on aura récupéré nos billes et qu'on aura payé, ou même avant de payer l'emprunt, on pourrait se dire, bon, ben, on passe en coopérative et on n'est plus les seuls maîtres à bord. Bon, mais pour le moment, tout est encore tellement lié avec l'habitat qui est à côté de la boulangerie. Voilà. Tant qu'on est là avec les enfants, de toute façon, on continue comme ça. Est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'il y ait des personnes qui te demandent de venir se former ici ou pour essayer d'en apprendre plus? Oui, j'en ai régulièrement. Chaque année, j'ai des demandes en boulangerie ou alors le côté paysan boulanger. J'ai même une offre d'emploi qui est dans ma boîte mail de quelqu'un qui voudrait travailler comme paysan boulanger. Malheureusement, ça, je ne sais pas engager. En boulangerie, la boulangerie, c'est très cadré. Les tâches à faire, c'est à chaque fois les mêmes. Le lieu, c'est ici. Voilà, c'est assez... Il y a des petites variations, il faut s'adapter, mais globalement, c'est cadré, quoi. Que le côté meunerie,
c'est moins cadré. Les horaires, c'est variable. Ouais. En agriculture, pareil. Avec mes 4 hectares de céréales, j'ai pas du travail pour un emploi. Donc, c'est moi qui le fais plic-ploc dans mon emploi du temps quand ça se met, mais j'ai pas de quoi engager quelqu'un. Par contre, former quelqu'un qui voudrait venir me suivre, oui, ça se fait. J'en ai régulièrement. Quelqu'un te fait part de son souhait de se lancer, tu lui conseilles de faire quoi? Alors, c'est marrant parce que j'en ai eu justement quelqu'un qui est venu, c'était en septembre, qui est venu ici avec l'idée de faire un projet paysan boulanger. La première chose que je lui conseille, c'est de ne pas faire paysan, meunier, boulanger tout seul. Okay. Il faudrait être au moins 2 ou 3 à mener le projet. Parce que tout seul, ça veut dire que tu vas faire que ça. C'est fini d'aller voir, de sortir, ta vie, une vie de couple, ça risque de pas bien se passer, vie de famille, ça risque d'être compliqué. Je conseille vraiment de ne pas le faire tout seul. Okay. Avoir au moins quelqu'un... minimum 2. Minimum 2, je dirais, oui. Parce que c'est vraiment contraignant, il y a tellement de choses à faire tout le temps que... Et puis, en fait, on crée une chaîne du grain au pain. S'il y a un truc qui casse à un endroit, t'as pas le choix, il faut t'en occuper. Quoi. Et moi, il y a eu des moments ici où tout tenait par des bouts de ficelle à gauche, à droite. Et alors, tu as une pression en permanence. Quoi. Et entre cultiver le grain et quand tu peux te reposer sur personne, tu peux compter que sur toi et voilà, tu es H24. Et puis avec les installations, donc au début, j'avais pas la chambre froide. Donc mes horaires avant, c'était donc quand j'avais le petit four, je terminais ici vers 22h et je redémarrais à 1h30 le matin. Je terminais de cuire à 13h30. 15h, j'étais parti en livraison, je rentrais à 18h30. Ça, c'était mes journées. Mais alors, je rentrais lessivé. Et puis, parfois, je devais encore aller m'occuper des animaux. En hiver, les soigner. En été, aller donner de l'eau. Oui, c'est aussi les animaux, il n'y a pas de vacances. Oui. Puis les cultures, le lendemain, t'es reparti. Puis, et puis tu as la compta, il faut gérer. Enfin, ça ne s'arrête jamais. Jamais, tu as toujours quelque chose à faire. Là, j'ai toujours quelque chose à faire. Pour le moment, j'ai plein de trucs à faire. Mais franchement, aujourd'hui, je suis un peu plus tranquille parce que notamment, il y a les 2 ouvriers en boulangerie qui me libèrent 2 matinées, plus 2 après-midi. Donc vraiment, là, c'est vraiment chouette. Non, le conseil de base, c'est tout seul. En fait, c'est une mauvaise idée. Ou alors, il faut faire un truc très petit. Ouais. Si tu fais un truc... Genre 1 ou 2 hectares en côté agricole. Et puis, et si tu fais un truc très petit, alors tu vas avoir du mal à trouver des petits outils. Il va falloir accepter de travailler avec des petits outils qui n'ont pas de rendement et d'y passer du temps. Mais bon, tu auras moins de volume. Et voilà. Donc le premier truc, c'est peut-être pas le faire tout seul. Et le deuxième, c'est d'essayer d'avoir une idée de calibrage, de volume, de qu'est-ce que tu voudrais faire comme quantité de pain par semaine. Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que quand on est paysan boulanger, il faut forcément se fournir ailleurs pour sa production en boulangerie? Non, il y en a qui sont autonomes. Okay. Il y en a qui sont autonomes. Ici, moi, j'ai pas beaucoup d'accès à la terre. Donc j'ai eu la chance de récupérer 4, enfin je les ai toujours, ils sont en prêt si vous voulez, des 4 hectares et demi de mes beaux-parents. J'ai pu acheter 4 hectares et demi et il y a 2 hectares en location qui sont en négociation pour devenir en propriété ou alors en location avec terre en vue, pour les garder dans la ferme. À côté de ça, j'ai aucune proposition pour avoir des terres à disposition. Donc voilà, je fais avec ce que j'ai. Après, parce que l'idée de paysan boulanger, elle peut émerger chez quelqu'un qui est déjà dans une ferme de 100 hectares et il va se dire sur les 30 hectares de céréales qu'on fait, on va en garder 10 pour la menace. Voilà. Mais souvent dans ces fermes-là, ils sont déjà plusieurs. Je prends l'exemple la ferme d'Amaoué. Il y a le père et la mère qui sont là depuis le début. Le père cultive les céréales et fait la farine. Il y a un des fils qui fait le pain. Il y en a un qui fait des vaches avec du lait et du fromage. Il y en a un qui fait des légumes et des choucroutes. Voilà. Et toute la famille se répartit la production et la transformation. Mais ils sont à plusieurs. Et ils font tous 50 heures semaine, minimum.
Donc, ouais, faut savoir que c'est un projet très engageant, quoi. Il y a un peu un côté idyllique comme ça, paysan boulanger. Ouais. Mais voilà, moi, la plupart des projets sereins que je vois, ils ne sont pas tout seuls. Ils sont à plusieurs. À la Toussaint, j'ai eu l'occasion de voyager un peu et je suis repassé par le nord d'Avignon. Et par hasard, on cherche une boulangerie. Et on dit, ah, mais là, ça a l'air chouette, on va voir. Et c'était une association entre des boulangères, un meunier, et le meunier était en association avec des paysans. Et donc, ils étaient paysans boulangers, paysans meuniers boulangers, ils faisaient la filière, mais ils étaient à plusieurs à le faire. Quoi. Et ça avait l'air très chouette, très serein, et chacun avec des qualités de vie respectées. Ouais. Voilà, moi je me dis, mais le grain qui arrive ici, en fait, que ce soit moi qui sois derrière le tracteur ou un autre, est-ce que c'est important que ce soit moi ? Oui, bah oui, c'est sûr qu'être plusieurs, ce sera toujours un meilleur équilibre, hein, comme tu dis. C'est ça. Et puis, pour se lancer tout seul et au final exploser en plein vol, c'est pas forcément le mieux, quoi. Ce qui est important, c'est le choix du grain, la variété, l'agriculture biologique, agrobiologique ou agroécologique, encore mieux. Et puis le type de mouture, une farine moulue sur pierre, idéalement, à strier encore mieux. Et puis un pain au levain. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Ta façon préférée de manger le pain, c'est... Alors, j'avoue que j'adore quand il est frais. Donc, quand j'ai fini de distribuer les pains et qu'ils partent en livraison, il est 14h et je viens de faire mon repas. Et là, il y a un demi-pain qui passe frais, il est trop bon. Et sinon, c'est grillé. À griller, il reprend toute sa saveur. Moi, je suis un fanatique des tartines grillées. Et alors, il y a le pain de seigle que peu de gens aiment bien. Moi, je conseille, et toujours les gens me regardent comme ça, c'est ne le mangez pas frais. Laissez-le sécher 3 jours. Ouais. Puis vous faites des fines tranches, un peu toastées. Et là, c'est le bonheur. Pour conclure notre échange, je vais te demander un livre qui a marqué ta vie et une personne qui a marqué ta vie. J'avais lu la question, j'ai oublié d'y réfléchir, parce que je me suis dit, mince, j'ai pas de réponse. Tu aimes pas beaucoup la lecture ? Si, j'aime pas beaucoup, je dirais pas non, je dirais pas oui. J'aime la lecture, mais je suis pas un gros lecteur, quoi. Un film, si tu n'as pas de livre... Non, les films, en plus, j'oublie au fur et à mesure. Ça, c'est un de mes problèmes, même les livres. J'oublie ce qui passe. J'ai un livre qui me revient, c'est Barjavel, La nuit des temps. Ah, je l'ai lu en secondaire. Ouais. Je l'ai lu en secondaire. Je me souviens que j'ai bien déliré sur ce livre-là. Et ce que j'aime bien là-dedans, c'est la société en déclin, en fait, dont ça parle. Parce que et aujourd'hui, en plus en 2026, là, on a un bon exemple de société en déclin. Et voilà, moi j'ai l'impression d'être éveillé à ça et de me dire, ok, moi j'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie de participer à ça. J'ai envie de participer à l'après, à la société qui renaît, et de déjà mettre les bases aujourd'hui. Donc voilà, pour ça, moi, ça c'est quelque chose qui me parle. Et alors, l'autre question, c'était... C'est une personne qui a marqué ta vie. Marqué ma vie, je ne dirais pas, mais une personne que j'aime beaucoup citer pour le moment, c'est Jean Covici. Ouais. Alors, il a ses détracteurs, et c'est vrai qu'on pourrait se demander s'il n'a pas des intérêts cachés. Moi, je m'en fous. En tout cas, je trouve qu'il a une vision très pragmatique des choses, et je pense qu'au fond de lui, clairement, il a une vision, c'est comment est-ce qu'on ne va pas aller droit dans le mur, quoi. Et pour moi, c'est la seule question qu'on va se poser aujourd'hui. Et donc, je ne sais pas s'il a changé ma vie, mais il m'aide à comprendre ce qui se passe et à être sûr que... Oui, avoir un regard différent sur le monde par rapport au discours mainstream, si on peut dire. Oui, il m'aide à faire des choix aussi, à me dire, ok, l'électrique, ça peut être une solution envisageable, intéressante pour passer à autre chose. Le pétrole, on en a quand même besoin. Ça serait chouette d'économiser le pétrole pour l'agriculture. Aujourd'hui, sans pétrole, on n'y arrivera pas. Ouais. C'est pas avec des tracteurs électriques. Donc, voilà, il a toute une réflexion pratico-pratique et documentée. Je ne crois pas qu'il ait des intérêts dans l'uranium, par exemple, même s'il est pro-nucléaire. Voilà, je trouve que c'est quelqu'un... Je crois que c'est le premier que j'ai vraiment écouté dans tous les gens qu'on entend parler
dans les collapsologues et autres. C'est le premier que j'ai vraiment écouté longuement, c'est celui-là. Donc si on souhaite t'acheter du pain, c'est sur commande, c'est ça, sur ton site. Je mettrai le lien dans la description. Et aussi, il y a plusieurs lieux autour de la ferme ici de l'Abreuvoir. Oui, tout est noté sur le site. Toutes les informations sont là. Et si vous avez des questions, il faut envoyer un petit mail. Je mettrai aussi le mail dans la description. Je ne réponds pas tout de suite, mais en général, je réponds. Merci beaucoup. Mais merci aussi à toi, Louis. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez aimé, vous pouvez vous abonner. C'est ce qui permet au podcast de se développer. Et si jamais vous souhaitez participer ou que vous avez des idées d'invités, n'hésitez pas à me contacter. C'était Louis Delattre. À bientôt.